IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM, une émission au-delà du miroir. Nous allons parler du bonheur plus fort que l'oubli, comment bien vivre avec Alzheimer, avec Colette Romanoff. Colette Romanoff dirige depuis 25 ans une compagnie de théâtre parisienne. Elle a écrit avec sa fille La Confusionniste, une pièce ludique et pédagogique sur Alzheimer. Elle tient également un blog bienvivreavecalzheimer.com. On va peut-être tout de suite en parler, Colette Romanoff, de cette pièce La Confusionniste. Je vous écoute, bonjour. Bien sûr, eh bien, si vous voulez, au départ, c'est en fait à l'initiative du docteur Druna de l'hôpital Bretonneau que notre parole est devenue publique, parce qu'il nous a demandé en 2009 de faire un témoignage, Daniel et moi, si on était d'accord bien entendu, devant des soignants et des aidants à l'hôpital Bretonneau. Il y a une salle de théâtre-conférence. Et Daniel a intitulé ce témoignage « Peut-on vivre heureux avec Alzheimer ?» Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce médecin que j'ai revu il n'y a pas longtemps me dit qu'il a reçu énormément de lettres d'injures, de genre « Comment vous pouvez cautionner une chose pareille ? Parler de bonheur et parler d'Alzheimer, comment c'est possible ? C'est pas possible. » Enfin voilà. On peut remarquer que les lignes ont changé depuis. Parce que le congrès de H-Village qui a lieu en début novembre s'appelle « De la douleur au bonheur ». Et c'est vraiment, donc le mot bonheur arrive à entrer dans les têtes, si pas forcément dans les faits. Voilà. Donc effectivement, quand on a fait ce témoignage, tous les gens qui étaient présents étaient bouleversés, intéressés. Et donc on m'a demandé de faire des conférences par-ci, par-là, donc j'en ai fait à différents endroits. Et je me disais à chaque fois, j'explique, mais les gens ne voient pas ou ils sentent pas forcément qu'est-ce que c'est. Et comme on fait du théâtre, je me suis dit, ça serait bien de faire une pièce où on pourrait montrer les situations, montrer les attitudes, montrer celles qui marchent, celles qui marchent pas. Et donc, avec ma fille Valérie, qui était très proche de moi, dans le soin qu'on prenait de son père, eh bien, on a écrit donc cette pièce, qui en fait est écrite par Valérie, par moi, et bien sûr par Daniel, puisque j'ai copié énormément de phrases qu'il a dites et de situations où il était, voilà. Et donc ça permet aux gens, les gens sont très contents, c'est une pièce très drôle, très amusante, que tout le monde peut voir, tout public, et qui devrait se jouer encore plus qu'elle ne se joue. Voilà. Le problème, c'est trop des théâtres qui nous reçoivent. Alors avis aux amateurs. Et donc la prochaine fois, c'est à Saint-Maur-des-Fossés le mardi 15 novembre à 14h, et on a un site qui s'appelle laconfusionniste.com sur lequel on écrit les dates au fur et à mesure qu'on les trouve. Donc là, on en a une autre le 3 avril à Saint-Amand-Montrond. Et ensuite, on en a une autre le 18 mai à Dole de Bretagne. Voilà. Puis on en aura d'autres qui arrivent. Mais voilà, pour l'instant, ce sont les dates qui sont déjà confirmées. Vous ne pouvez pas trouver un théâtre où vous soyez en permanence ? Eh bien, à volontiers. C'est compliqué. Eh bien, à volontiers, mais simplement, produire une pièce, ça coûte très cher. Et la compagnie, qui fait déjà des classiques au Théâtre Fontaine, n'a pas les moyens de... Pour l'instant, on n'a pas les moyens, mais bien sûr, un théâtre, mais on veut bien jouer une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Combien de temps dure la pièce ? La pièce dure 1h05, 1h10, et souvent on fait un petit débat après, mais c'est pas obligé, la pièce se suffit elle-même. Les gens comprennent en 1 heure et quelques bien plus de choses qu'ils pourraient comprendre si on leur expliquait en détail les situations, parce qu'on les montre et donc on les sent. Ça serait bien de la filmer, de la passer à la télé. Eh bien voilà, très bonne idée. Ça serait très... Exact, très bonne idée, je suis pour. Voilà. Donc il y a combien de personnes sur la scène ? Eh bien, ils sont 7 comédiens qui jouent donc 7 personnages. Donc il y a en fait 3 couples. Le premier qui représente un petit peu Colette et Daniel, la dame s'appelle Odette et le monsieur s'appelle Marco. Ensuite, ils ont une fille qui s'appelle Chloé, en fait, qui est le portrait de Valérie. Voilà, puis elle a un fiancé. Et donc elle doit se marier. Là-dessus, il y a une intrigue, bien sûr, pour que la pièce soit palpitante. Il y a une intrigue, je vous raconte pas, c'est plus drôle. Et puis voilà, après ça, il y a les parents du fiancé qui arrivent et la mère est un peu hystérique, on peut dire. Donc il se passe plein de choses et puis voilà, et c'est très drôle et les gens à la fin sont très contents et en même temps tout le monde reconnaît la maladie d'Alzheimer, mais tout le monde du coup la voit autrement et c'est ça le but, c'est qu'on voit autrement cette maladie.
Quand on lit votre livre, on se rend compte que ça peut apporter des choses plutôt que nous en prendre. Hein. Vous dites que l'acceptation, ça fait la différence déjà. Au début de votre livre, vous dites que le fait d'accepter cette maladie, ça fait déjà la différence. Ben, c'est surtout d'observer qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire de ne pas être pris par des imaginations sur un futur. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est observer les choses. On n'a pas le pouvoir de changer cette maladie, d'en faire autre chose. Il y a beaucoup de pouvoirs qu'on n'a pas dans la vie. Mais il y a un pouvoir qu'on a, c'est celui d'observer comment ça se passe. Et si on fait très attention à ce qui se passe, on va voir que les choses ne sont pas du tout comme on croit qu'elles sont. C'est-à-dire que, par exemple, moi je lutte beaucoup pour dire qu'il faut supprimer le mot démence. Je sais qu'en anglais, démentier en anglais, ça a une autre connotation, mais quand on dit démence, on pense qu'il est fou, on pense qu'il comprend rien, on pense qu'il sait pas ce qu'il fait. Tout ça, c'est pas vrai. Toutes les actions d'un malade ont un sens, et ce sens, on n'est pas obligé de le trouver tout de suite, mais c'est important de le chercher. Et quand on le trouve, qu'est-ce qu'on est content. Alors évitez aussi d'aller sur le site France Alzheimer, parce que ça fait très peur. Surtout tel qu'il était il y a quand même en 2008, en 2009. Il y a eu des changements. Maintenant, il y a eu des changements et c'est déjà beaucoup plus... beaucoup moins méchant que ce que c'était au début, voilà. Vous dites aussi dans votre livre, vous êtes seul responsable de votre bonheur et ça a été une occasion de le vérifier, cette maladie. Ben oui, c'est une attitude que j'ai dans la vie depuis un certain temps. Et là, je me suis dit, bon, ben là, c'est pas très simple à gérer, mais bon, si on se débrouille à y arriver, qu'est-ce qu'on est content. Je peux vous dire que on est 2 fois plus content. Oui, c'est-à-dire de prendre ce qui nous arrive comme une occasion d'avancer dans la vie, oui, plutôt que comme une catastrophe. Oui, si on prend les choses, si vous voulez, si on a peur, ce contre quoi je lutte, c'est que il y a une peur qui est accrochée à cette maladie. Les gens ont peur, ils ont peur de la folie, alors que c'est pas de la folie, ils ont peur. Et cette peur ne rend pas intelligent. Et on a besoin de toutes ses ressources, et surtout de toute son intelligence dans des situations qui sont extrêmement bizarre, très étonnante, très curieuse, très intrigante. On a besoin de toute son intelligence. Donc si on a peur, on est paralysé. Si on est paralysé, on fait que des bêtises et donc ça se passe très mal. Oui, on a peur d'être dépendant de cette dépendance aussi. On a peur de perdre sa propre liberté. Ben, la liberté, justement, moi j'ai écrit un petit passage dans mon livre sur, non pas liberté, j'écris ton nom, mais sur dépendance, j'écris ton nom. Parce que le fait qu'on vit dans une société dans laquelle on nie la dépendance. Or, on est dépendant d'un milliard de choses. Regardez aujourd'hui la guerre à Mossoul, et bien, on est dépendant de cette chose. On n'a pas choisi, on ne nous a pas demandé. Non. Bon, donc dans toute la vie qu'on vit, on est dépendant d'un milliard de choses qu'on n'a absolument pas choisi, On est dépendant, donc il faut, au lieu de dire « Ah, la dépendance, c'est une horreur », il faut dire « Non, je suis dépendant de ci, je suis dépendant de ça, je suis dépendant de... » On est dépendant d'un milliard de choses. Donc se dire, oui, je suis dépendant, que mon conjoint ait la maladie d'Alzheimer, j'en suis dépendant de ça. Je ne peux pas faire comme si c'était pas ça. Vous dites aussi que c'est un peu comme la dépendance de l'enfant vis-à-vis du parent, comme l'enfant qui copie un peu sur les parents, de devenir celui que le malade va copier, puisque vous parlez des neurones miroirs. Voilà, parce qu'en fait, dans cette maladie, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les neurones miroirs, je trouve que c'est une expression très belle parce qu'on voit bien que le cerveau est comme un miroir. Si la personne qui s'occupe d'un malade est déprimée et énervée, le malade il est 2 fois déprimé, 2 fois énervé, ou 3. Donc si on veut que le malade se sente bien, on est obligé de se sentir bien. Si on veut que le malade soit de bonne humeur, on est obligé d'être de bonne humeur. Et donc la bonne humeur, ça se travaille, c'est comme n'importe quoi dans la vie. La bonne humeur, ça se travaille. Donc il faut apprendre à être de bonne humeur. Et comment on fait pour être de bonne humeur ? Et bien tout ce qui vous embête dans la vie, il faut s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Ce qui est important, c'est que ces neurones miroirs, ils sont très importants de les connaître et de s'en servir. Parce que ça permet d'abord d'apprendre à un malade d'Alzheimer à faire des choses qu'il ne savait pas faire avant. Par exemple, moi j'ai appris à mon mari à éplucher les légumes, à faire tout ça. Il suffisait de lui montrer et il le faisait automatiquement tout de suite très bien. Et donc quand il a voulu aller jouer au golf, quand on a été jouer au golf, moi je n'avais pas non plus joué, donc j'ai appris en même temps que lui. Mais lui il a appris très vite parce que lui il regarde le prof et il enregistre. Son cerveau enregistre bien mieux et bien plus vite que le mien ce qu'il faut faire. Il faisait des super balles. Même s'il ne savait pas où était le trou, il fallait lui montrer où c'était. Enfin, c'était pas simple de le faire jouer, mais dès qu'il avait vu où c'était,
il envoie une super balle, alors que moi j'ai envoyé des balles, pouf, qui se sont ramassées par terre. Vous voyez, parce qu'il a donc des capacités très étonnantes, justement grâce à ses neurones miroirs. Alors vous dites, si je m'inquiète de l'état du patient dont j'ai la charge, je contribue à aggraver son état. L'importance du sport, ça serait intéressant de donner une place au sport. C'est-à-dire de donner une place, il faut donner une place à la vie de la personne. Mon mari, il était déjà sportif, il jouait déjà au tennis avant, donc c'est pas parce qu'il a la maladie qu'il va plus jouer, au contraire. Chaque fois qu'on est allé sur un terrain de tennis, le terrain de tennis a un avantage extraordinaire, c'est que c'est une grande simplicité. Donc même quand on a perdu beaucoup de repères, il y a un filet au milieu, on est d'un côté, on est de l'autre, c'est très simple à... Le ping-pong aussi, Le ping-pong aussi, c'est hyper simple. Le ping-pong, c'est plus facile. On avait une toute petite table dans le salon qui a marché tous les jours, quasiment pendant des années. Pendant des années, quasiment tous les jours, il a joué au ping-pong, des fois 10 minutes, un quart d'heure, des fois un peu plus. Parce que c'est très simple. Et le geste, la mémoire du geste, qui s'appelle la mémoire procédurale, elle est impeccable. La veille d'être gravataire, il a joué 10 minutes au ping-pong et il faisait des super balles. Donc, alors que si je lui avais dit ping-pong, déjà, le mot ne voulait rien dire. Il fallait que j'envoie des balles sur la table et que le bruit fasse tac, tac, tac. Et à ce moment-là, hop, je lui mettais la raquette dans la main et toc, il renvoyait la balle. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire à un malade Alzheimer. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont conservées. Et notamment le fait de se raser, par exemple. Bon, si je lui disais à un moment donné, tu te rases, il ne sait même pas ce que ça veut dire, donc ça ne sert à rien. Je l'amenais devant une petite glace, j'allume le rasoir électrique qui fait ronron, qui fait un petit bruit, je touche sa joue où on sent la barbe, je lui mets le rasoir dans la main, et à ce moment-là, il y a un déclic qui se produit, et il se rase tout à fait comme il aurait pu faire 10 ans auparavant. Donc il y a quand même énormément de mémoires qui sont gardées dans le cerveau, et qu'il suffit juste de favoriser qu'elles reviennent, voilà. Oui, il y a dans votre livre, il y a plein de solutions pour justement gérer tous ces problèmes de mémoire. Est-ce que les patients sont méchants? On dit que les patients sont méchants. Quelle horreur. Non, c'est la société qui est méchante avec eux. La société est très méchante avec eux. Et très souvent, d'abord, on les enferme en disant il ne peut pas sortir tout seul, donc il ne sort pas. Bah, écoutez, si on fait ça à n'importe qui, qu'on vous empêche de sortir, vous, au bout d'un moment, vous donnez enragé. Enfin, moi, c'est ce qui m'arriverait. Ensuite, on ne respecte pas leur rythme. On les met devant la télé. Oui, et ça se trouve, ça ne les intéresse pas. Non, puis ils ne comprennent pas. Non, mais il y a des émissions qui peuvent les intéresser et qui ne sont pas forcément les plus simples. Par exemple, Daniel, il adorait regarder La Grande Librairie, qui est une émission quand même pas archi simple, mais ça lui plaisait beaucoup plus que de regarder d'autres émissions, parce que ça l'intéressait, il s'était toujours intéressé aux livres, lui-même il en a écrit, il ne se rappelait plus qu'il les avait écrits. Mais il avait toujours cet intérêt pour les livres. Donc, une personne qui s'est intéressée au sport va continuer à s'intéresser au sport, qui s'est intéressée aux livres va continuer à s'intéresser aux livres, qui s'est intéressée à la couture. Vous voyez, ça dépend de quoi était faite la vie avant. Donc, mais les centres d'intérêt restent, la personnalité ne se transforme pas. Donc, elle peut. L'idée, c'est que le patient continue à vivre, parce qu'en fait, cette maladie, c'est la perte du pouvoir du malade sur son environnement. Il faut bien comprendre ça. Le malade perd petit à petit tout le pouvoir qu'il a sur son environnement. D'abord, il perd les repères, donc ce qu'il faut faire, c'est juste ajuster l'environnement de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou entre le malade et son environnement. Par exemple, Daniel, donc il avait toujours un goût pour le papier imprimé, pour les livres, donc on lui avait aménagé un petit bureau. On lui faisait faire du découpage. Non, on lui donnait des revues, c'est lui qui les découpait, c'est lui qui les agrafait, on ne lui faisait rien faire du tout. Il s'occupait pendant des heures avec des articles dont il lisait des petits bouts, éventuellement, il les rangeait d'une certaine façon, tout à fait curieuse et étonnante, mais voilà, il agrafait des articles, et à un moment donné, il consommait, 3000 agrafes à la semaine. Bon, mais il s'intéressait à ce qu'il faisait. Il faut que ça soit une chose qui l'intéresse. Si on l'oblige, alors on a essayé par exemple de lui faire faire de la sculpture avec de l'argile. Et il détestait avoir les mains sales. Ouais. Donc il voulait tout le temps se laver les mains. Donc c'était impossible de lui faire faire C'était un truc qui l'intéressait pas. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse pas. Aller au cinéma, ça l'intéressait beaucoup. Aller faire les courses, ça le passionnait complètement. Aller au théâtre aussi, à condition de ne pas attendre. Au théâtre, non, ça l'intéressait pas du tout, parce que justement... Non, attendez, c'est pas ça. Si une pièce qu'il connaît pas, il perd très rapidement les repères, il comprend pas l'intrigue.
Alors qu'au cinéma, ça lui faisait pas le même effet, il comprenait pas non plus l'intrigue, mais il avait plus une perception qu'il avait rencontré des gens sympathiques ou pas sympathiques. Donc il disait, ah j'ai bien aimé, il y avait des gens sympathiques. Alors qu'au théâtre, ça ne... Et par contre, un jour, je l'ai amené voir un misanthrope qui n'était pas une mise en scène, mais il avait tellement l'habitude d'écouter du Molière à cause de l'activité que je fais, qu'il était très content et il a suivi la pièce. Mais une autre pièce de théâtre, non, ça lui aurait pas plu. Alors Daniel, vous en parlez un peu à la page 158, c'était quand même quelqu'un qui était parti en autostop en Inde en 59, à la fin de ses études, qui a beaucoup voyagé en Russie, en Inde, en Chine, au Japon, au Mexique. Il a travaillé à New York, à l'ambassade de France, il a été chef d'entreprise et écrivain. Il ne se rappelle rien du tout et il a perdu tous les repères de lieu et de temps. Vous dites que sa maison, c'est sa patrie, c'est-à-dire qu'il faut, comme vous le dites, réduire l'espace autour de manière à protéger le cocon un peu, c'est-à-dire vraiment lui donner des repères qui soient beaucoup moins larges qu'avant, c'est-à-dire sa maison. C'est-à-dire que quand il allait faire les courses, si vous voulez, eh bien au début il allait un peu plus loin et au fur et à mesure que la maladie avançait, eh ben il a réduit. Il allait moins loin et surtout il faisait une course à la fin, il faisait une course à la fois. Il pouvait pas aller chez le boucher et puis acheter des légumes. Donc il allait acheter des légumes, il revenait, hop, il allait chez le boucher, il revenait, hop. Vous voyez, donc cette autonomie qui diminue, on peut la gérer de façon à ce qu'elle soit tout de même encore là, qu'elle se conserve assez longtemps. Donc il était capable de prendre sa clé, d'aller se promener au parc, de revenir, de faire le code, de taper le code et de revenir. Bon, c'était à partir du moment où il a fait 48 heures d'hôpital, et ça je recommande pas l'hôpital pour les gens qui ont Alzheimer, il a perdu entièrement son autonomie, il n'a plus jamais pu sortir tout seul. Oui, ça a été horrible. Alors le passage à l'hôpital, en arrivant à la maison, je m'aperçois que Daniel a perdu le contrôle de ses sphincters et qu'il ne se rend pas compte. Il ne réagit quasiment à rien. C'est ainsi qu'en un peu plus de 48 heures, un patient Alzheimer qui sortait tout seul faire les courses dans le voisinage, qui pouvait aller chez le coiffeur ou le kiné, qui passait des heures chaque semaine à dicter des traductions de l'anglais en français, qui jouait au tennis et au golf, a été transformé en zombie. Sa qualité d'être humain a été niée par l'organisation et le fonctionnement de l'hôpital. Il a senti qu'il n'avait aucun droit, que tout lui avait été enlevé, que sa liberté et sa dignité lui avaient été arrachées et confisquées par une autorité supérieure et inaccessible. Il a été gravement humilié. Il y a ce problème des hôpitaux avec l'humiliation, c'est-à-dire que le patient, on a l'impression qu'il comprend rien, qu'il est dans son monde, donc que finalement on peut lui faire ce qu'on veut, il est sans défense. Et surtout, on lui impose des choses horribles. Donc, il avait une perfusion que les gens avaient mis du mauvais côté. C'est-à-dire que si vous voulez se lever pour aller aux toilettes, c'était c'était beaucoup plus compliqué. Qu'on lui aurait mis de l'autre côté, il aurait pu à la limite. Donc les gens ne se mettent pas du tout à la place de l'autre. Donc ils lui mettent des couches. Non, même pas. Non, il n'est même pas. Mais donc il voulait tout le temps arracher sa perfusion parce qu'il ne comprenait pas à quoi ça servait. Et donc on l'a lui remis. Enfin bon, c'était vraiment une incompréhension, mais vraiment atroce, quoi. Il faudrait aussi une révolution dans l'hôpital pour renoncer à la perfusion systématique. Didier Raoult, professeur de microbiologie à la faculté de Marseille, affirme que les plus importants vecteurs de septicémie sont les cathéters sanguins ou urinaires et que ces derniers seraient à l'origine de 5 000 à 10 000 morts par an. Voilà, en plus, ça, faut aussi en dehors des maladies nosocomiales. Hein. Parce que si vous voulez, on a l'impression que vous rentrez à l'hôpital, la perfusion c'est automatique. On la met, c'est comme c'est une obligation céleste. Hein. C'est absolument impossible d'y renoncer. Alors que Daniel avalait très bien ses médicaments. Il suffisait de lui donner les médicaments, il les aurait avalés. Eh ben non. Donc sur les médicaments, vous n'êtes pas trop d'accord non plus pour qu'on leur donne des calmants qui font que... C'est pas que je suis pas d'accord, je trouve que c'est une idiotie sans nom. Pourquoi ? Parce qu'un malade Alzheimer, il est comme quelqu'un qui aurait pris trop de somnifères quand il se réveille le matin. Mais il a besoin de quoi ? Il a besoin d'un café. Il n'a pas besoin qu'on lui donne un calmant. Alors là, les calmants sur les gens qui ont Alzheimer, c'est franchement de l'anti-médecine. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est bien pour ceux qui sont autour. Ils ont un zombie, comme vous dites. Oui, mais attendez, un zombie, c'est pas très rigolo. Hein. Concentration. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir, toujours avec Colette Roumanoff. Nous parlons du bonheur plus fort que l'oubli. Il y a de très beaux passages dans votre livre sur l'amour.
Vous dites que lorsque vous avez découvert la maladie de votre mari, le 12 mars 2004, il a eu une première consultation mémoire à Charlefoix. Ça, c'est là qu'on l'a diagnostiqué? Non, pas du tout, parce que c'est lui qui se plaignait de sa mémoire et qui a tenu absolument à aller se faire une consultation mémoire. Et moi, je trouvais que c'était ridicule, que ça servait à rien. Je ne voyais pas en quoi il se plaignait de sa mémoire. Je ne voyais pas, je trouvais qu'il en faisait trop, quoi. Et donc, à ce moment-là, je ne me suis pas du tout méfiée, je n'ai même pas du tout réagi à rien, quoi. Alors, quand il a été diagnostiqué vraiment, que vous l'avez su... J'ai découvert moi-même un jour, parce que je l'ai trouvé en train de nager dans ses papiers de banque et de ne pas arriver à faire une soustraction. Là, j'ai compris que c'était grave. Ouais. Il n'arrivait pas à soustraire 2 chiffres très simples. Il n'arrivait pas du tout. C'était vraiment... Ses yeux, il faisait comme ça. Il tournait en rond comme dans un dessin animé. Ça fait peur. Donc, vous vous êtes dit, j'ai 10 ans de bonheur devant moi, si je sais aller le chercher... Aller chercher ce bonheur. Donc, c'est le titre du livre, Le bonheur plus fort que l'oubli. C'est vrai que je me suis dit ça. Il faut aller le chercher. Voilà. Alors, Daniel, votre mari, parle du ressenti. Quand il n'a plus les informations, il parle du ressenti. Oui. Il se basait beaucoup déjà sur son ressenti avant. Il utilisait beaucoup son intuition dans son métier, dans tout, dans ses rencontres, parce qu'il il a fait quand même des trucs assez incroyables, d'aller partir en Inde tout seul en autostop, etc. Il s'est servi beaucoup de fois de son intuition, parce qu'il est arrivé en bon état en Inde quand même. Après de passer par toutes sortes de pays un peu bizarres et un peu dangereux. Donc il s'est servi beaucoup de son intuition, et alors là, avec la maladie d'Alzheimer, eh bien, l'intuition passe au premier plan, puisqu'on n'a plus le raisonnement. Le raisonnement, il disparaît. Il y a la capacité de raisonner s'en va. C'est assez impressionnant, c'est ce qui s'en va en premier. Tout ce qui est abstrait, l'argent c'est abstrait. Par contre, quand il avait des billets de banque dans la main, pendant un certain temps, il arrivait plus ou moins à sentir qu'est-ce que c'était, à condition que c'était des petites sommes. Et quand il cherchait une adresse, il avait l'impression que les numéros s'effaçaient. Alors qu'en fait, il s'effaçait de son esprit. Il s'effaçait pas ils étaient toujours les numéros, mais pour lui, c'était effacé. Donc ça lui servait pas de repère. Donc il se repérait suivant une manière qui est très bizarre, et moi je pense que ça doit être ce qu'on appelle un cerveau primitif. Par exemple, les gens qui vivent dans la forêt vierge et tout ça, il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de pancarte, donc ils se repèrent dans une forêt, donc c'est que des arbres, donc ils arrivent à se repérer, donc quand même ils regardent, ils enregistrent des détails que nous on voit pas. Eh bien je pense que Daniel, pareillement, il enregistrait des détails de son chemin que nous on voit pas. Il disait pas je tourne à gauche parce qu'il y a la banque, je vais à droite, je passe devant chez le coiffeur, pas du tout. Il se repérait d'une manière que je n'ai jamais compris comment c'était, mais ça serait intéressant de l'étudier. Alors, donc vous apprenez qu'il est malade, il y a aussi les amis et la famille qui est autour, et vous avez vous écrivez le cas du bon ami. À un moment, Daniel dit que... Ah oui, que c'est le début de maladie. Et le bon ami, on m'a diagnostiqué, dit Daniel, et le bon ami dit ce serait bien la première fois que ça resterait un début. Un début, voilà, c'est ça. Quelle horreur, hein. Quelle horreur, c'est le bon ami. Et c'était un médecin psychiatre en plus, bonjour. Comment il a réagi, Daniel? Eh ben, il s'est senti pas très bien, ouais. Je dis t'inquiète pas, ça va aller. Il y a des choses drôles dans votre livre. Il y a aussi le cas où il part en voiture avec un ami qu'il connaît depuis l'enfance et il vous dit en revenant, je comprends pas, j'étais dans une voiture avec quelqu'un qui conduisait, que je ne connaissais pas. Mais oui, parce que cet ami l'a brevet de questions sur sa mémoire. Justement, vous leur aviez sa mémoire, et ça l'a tellement torturé que la réponse d'un malade Alzheimer, il reconnaît pas la personne qui lui pose la question. Si on lui pose des questions comme ça, à laquelle il n'a pas la réponse, il va dire je connais pas cette personne. Par contre, le fait qu'il était avec un ami qu'il n'a pas reconnu à partir du moment où cet ami lui a torturé le cerveau, eh bien ça, il s'en est rappelé pendant des semaines. Il me disait, tu te rends compte, pendant des semaines, il me disait à n'importe quel moment, tu te rends compte, j'étais dans une voiture avec quelqu'un que je connaissais pas, tu te rends compte ce qui m'est arrivé. Il n'arrivait pas du tout à changer ce souvenir. Ce souvenir était resté comme ça. Il était dans une voiture avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il n'arrivait pas à modifier ce souvenir et à se rappeler que c'était pas du tout quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais quelqu'un qui lui avait posé des questions. Ça, son cerveau ne pouvait pas le prendre, cette information-là. Et quand vous lui dites que ça fait près de 50 ans que vous partagez le même lit et qu'il vous répond, c'est vous qui le dites? Ben oui, parce
Parce que c'était un jour où justement il a eu en fait une espèce de... Il était dans une agitation terrible, terrible en plein milieu de la nuit. Et en fin de compte, la cause de ça, c'était qu'il était à la fois constipé et qu'il avait une carie sur une dent de sagesse. Eh bien, si vous voulez, quand les malades sont agressifs, quand ils sont méchants, entre guillemets, est-ce qu'ils ont un corps au pied? Est-ce qu'ils sont constipés? Est-ce qu'ils ont mal aux dents? C'est les 3 premières choses qu'il faut regarder. Est-ce qu'ils peuvent avoir mal au ventre? Est-ce qu'ils ont une douleur quelque part? Est-ce qu'ils ont un furoncle dans le dos? Enfin, quelque chose qui n'arrive pas, eux. Comme un enfant qui crie. Exactement, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis que la maladie d'Alzheimer, c'est la déconstruction lente du cerveau, qui est le contraire de l'enfant qui construit son cerveau au fur et à mesure. Donc l'enfant et les malades d'Alzheimer se croisent. Et donc il faudrait, quand on est en face d'un malade d'Alzheimer, dire, eh bien ce malade, il a un cerveau de 10 ans, de 12 ans, à 15 ans, il peut aller tout seul au cinéma, à 10 ans, il va pas prendre le métro tout seul, ou peut-être que oui, à 5 ans, à 8 ans, il peut aller à la boulangerie tout seul, mais à 5 ans, bien sûr que non, et à 2 ans, on peut pas le laisser tout seul une minute, vous voyez? Donc, je pense que ça serait une façon de comprendre d'une manière très claire et très simple ce qu'est cette maladie. Donc Daniel on peut dire, il s'intéressait au Veda, à toutes ces choses-là. Il s'est beaucoup intéressé à la philosophie indienne. Il a écrit énormément de livres sur la philosophie indienne. Et vous avez essayé, quand il était malade, de lui relire des textes? Non, pas du tout. Ça l'intéressait plus. Parce que c'était... Par contre, si je lui disais, lis-moi un livre, je lui ai beaucoup fait lire du Jean d'Ormesson, qui disait très bien, parce que c'était des livres bien écrits, assez gros, bien. Et ça très très bien, il pouvait lire à haute voix pendant 2 heures. À condition que vous l'écoutiez. À condition que quelqu'un l'écoute. Attentivement. Pas faire semblant. Non. Oui, donc il n'avait pas perdu la faculté de lire et de Mais après, elle s'en va, cette faculté. Après, au bout d'un certain nombre d'années, il disait un peu comme un enfant qui fait des fautes, qui loupe des lettres, et qui fait des fautes, et du coup, c'était désagréable pour lui, donc on a arrêté. Parce que tout ce qui est désagréable pour lui, il faut pas lui faire faire, c'est pas la peine. Vous parlez de la nostalgie des 18h, c'est exactement la même histoire pour les enfants qui crient le soir à 18h. Voilà. Tout à fait, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une espèce de... On ne sait pas, la nuit va tomber, il y a un changement qui se passe, et donc il n'aimait pas rester seul à ce moment-là, voilà. Donc pendant un certain temps, j'ai réussi à le convaincre de rester seul en lui mettant un grand sablier. Je lui disais, voilà, avant que le sablier ait fini je serai revenue. Et puis un jour, je l'ai trouvé en bas dans l'escalier. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je t'attendais, je ne veux pas rester seul. Oui, quand il arrivait dans le hall de votre immeuble aussi, il se voyait dans la glace. Ouais, ça c'était aussi, c'est pareil, c'est à la fin. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la fin. Et donc, il voyait des gens, en fait, c'était nous qui étions renflés dans la glace. Il ne se reconnaissait pas. Non, il reconnaissait. Il n'aimait pas du tout le monsieur qui était en face de lui. Oui, parce qu'il ne lui répondait pas. Il lui disait, bonjour monsieur, salut. Et puis l'autre ne répondait rien. Forcément, ça renflait. Oui, donc c'est cette histoire de miroir que vous avez fini par retirer. J'ai retiré tous les miroirs de la maison, je les ai cachés. À un moment, vous avez donné le miroir parce qu'il aimait bien. Oui, à un moment, oui. Mais en fait, je crois que je me suis trompée je croyais que c'était qu'il aimait bien se voir. Je pense que je me suis trompée. Il voyait quelqu'un qui lui paraissait familier. Oui. Et donc, il était content de voir quelqu'un de familier. Donc, il lui souriait. Voilà, c'est tout, mais il ne cherchait pas à discuter. Et ça a duré. Et puis à un moment donné, il a commencé à vouloir discuter avec son reflet. Et l'autre répondant pas, il a commencé à s'énerver. Alors donc là, j'ai enlevé le miroir. Donc on est quand même dans l'au-delà du miroir. Vous avez une jolie phrase en disant que la tristesse est la gentille porte du désespoir. Oui, parce qu'on se laisse aller à la tristesse, comme ça, on a l'impression, bon, on est triste, après tout, c'est normal. On ne se rend pas compte que si on est triste, on va rentrer tout doucement dans le désespoir sans même voir au moment où on y passe. Donc il ne faut pas être triste. Vous avez repensé à toutes ces fois où vous vouliez lui faire plaisir et que ça ne marchait pas. Et au moment où il vous dit, Colette, tu es géniale. C'est-à-dire que ça lui faisait quand même du plaisir ce que vous lui faisiez. C'est juste de rentrer à la maison. Donc on peut faire, un malade d'Alzheimer, on peut lui faire un nombre infini de plaisirs formidables. Sans se fatiguer, on lui apporte un café. Ah, qu'est-ce qu'il est content. Des trucs vraiment simples. On peut vraiment faire plaisir. Alors là, c'est impressionnant, quoi. Tout lui fait plaisir, quoi. Il y a tout un passage sur vous aussi qui êtes parti en Inde avec l'histoire de l'orpheline. Et il y a des choses jolies, il y a quelque chose
je vous laisserai découvrir l'histoire de l'orpheline dans le livre. Mais il y a donc Soigny, c'était Soigny ? Soigny, on l'a Soigny. Vous rêvez que Soigny, que Swamiji, on l'appelait Swamiji, oui. Swamiji Ouais. vous a donné un collier avec 3 perles. Ah oui. Et la première, c'est que tout est fait à une cause. La deuxième, c'est que cette cause est dans le passé. La troisième, c'est que de ce passé, on peut se libérer. Il disait aussi, ce fameux Swami, si vous voulez juger quelqu'un, il faut remonter à la 3e génération. Alors vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas juger. Voilà, c'est ça qui est important. C'est de ne pas juger. Cette maladie d'Alzheimer, à Il ne votre avis, faut pas juger. il ne faut C'est-à-dire pas juger. Parce que si on dit ah il est comme ça, ah il devrait être autrement, ah il devrait, on est malheureux définitivement là. Il y a pas de il y a pas de salut. Alors que si on prend les choses comme elles sont, sans jugement, c'est-à-dire oui c'est comme ça, oui il est ainsi, oui il fait ça, oui il trouve pas les toilettes, oui il fait pipi par terre, oui je vois bien il fait pipi par terre parce qu'il se rend pas compte qu'il fait pipi. Mais c'est pas pour vous embêter. Voilà. Mais pourquoi 3 générations? C'est-à-dire qu'on peut remonter, parce qu'on cherchait la cause, l'effet. Oui, c'est ça. À votre avis? Pourquoi il disait 3 générations? Oui. Parce qu'on est très influencé d'abord par des choses qui sont arrivées avec ses parents. Et les arrière-grands-parents. Et ça peut être aussi des grands-parents. Oui, ça peut aller plus loin. L'idée de dire 3 générations, Oui, oui. c'est une façon de parler. C'est pour dire, de toute façon, si vous ne trouvez pas la cause là, la cause, elle est plus en arrière. Il y a toujours une cause. Donc, je vous conseille de lire l'histoire de l'orpheline, à la page 62, du bonheur plus fort que l'oubli, de Colette Roumanoff. Parler en chuchotant, c'est important. Très important. Alors que la plupart du temps, quand les gens croient qu'il faut parler fort à quelqu'un avec Alzheimer parce qu'il ne comprend pas, et c'est pas du tout vrai. C'est l'inverse qui est vrai. L'ennemi, c'est le stress dans cette maladie, mais aussi l'ennui. Est-ce que vous pouvez nous parler des demoiselles de compagnie? Ah oui, bah alors les demoiselles de compagnie, c'est une chose que j'ai trouvée à un moment donné. Et c'était une étudiante qui d'abord est venue se balader avec Daniel et ça s'est tellement bien passé qu'ensuite je me suis dit, ah ben voilà, je vais trouver des étudiantes. Donc ensuite je mettais une annonce sur étudiant.fr et je mettais, voilà, demoiselles de compagnie pour patients Alzheimer, pour se promener. Aller donc se promener, elles allaient au cinéma, elles allaient faire les courses, enfin faisaient des trucs comme ça. Pendant ce temps, moi je pouvais travailler. Ben oui. Voilà. Et donc, mais il était très content de rencontrer toutes ces demoiselles qui étaient d'ailleurs toutes hyper sympathiques et très gentilles et qui devenaient en fait plus gentilles encore au contact de Daniel. C'est ça qui est rigolo. Et qui ont fait un livre d'or? Oui, il y avait un livre d'or. Après un jour, il l'a mis un peu en charpie, donc je l'ai plus. Mais tout le monde disait que vraiment que de bons moments ils ont passé avec lui. Et puis quand même, il était étonnant, Daniel, parce que il y a une de ces demoiselles de compagnie qui écrit dans le livre d'or: vous me regardez souvent en me demandant pourquoi je suis si grande. Cela me fait sourire. Je ne connais toujours pas la réponse à votre question. Donc la question que lui posait Daniel: le soleil est-il une personne de confiance? Super drôle comme idée. Moi, j'ai jamais entendu cette phrase, mais je trouve très drôle. Je trouve très drôle. Je trouve très drôle. Alors, il y a vraiment ce passage très très étonnant à la page 169. Qui n'a pas rêvé de vivre un amour fusionnel authentique? Moi j'en ai rêvé, je plaide coupable. Je me souviens de certains étés où j'étais triste parce que mon mari partait faire des stages de Kino-Michi, cette discipline tirée de l'aïkido et inventée par Maître Noro en 92. Quand les repères disparaissent, la personne de l'aidant devient le seul horizon du malade. C'est une réalité incontournable qui peut aussi être vécue comme une privation de liberté, un cauchemar. Je prends une douche, il tambourine à la porte, je veux lire, il m'en empêche. L'Alzheimer amène le temps de l'amour fusionnel, un amour qui n'est pas près de disparaître. C'est vraiment un amour fusionnel. Ouais, c'est-à-dire qu'il est comme un nourrisson, sauf qu'il est très grand, mais donc il est collé. Enfin, il a tendance à être tout le temps, il est tout le temps intéressé par moi, quoi. Il veut tout le temps voir ce que je suis en train de faire, il veut tout le temps voir où je suis, il veut tout le temps. Il se fatigue jamais de me voir. Mais c'est pas un peu embêtant ça au bout d'un certain temps? Ça peut être, alors soit, c'est ça, c'est pour ça moi l'exemple que j'ai pris, j'ai pris ça dans un livre que j'ai lu qui s'appelle Mon amour, je trouve qu'il n'y a pas tellement de... Et justement, la personne, elle trouve ça insupportable. Donc il y a des tas de gens qui trouvent ça insupportable. C'est comme, là, on m'a raconté récemment une histoire, il y a une dame qui a dit, écoutez, mon mari, il a été faire pipi sur le tapis du salon de pleine nuit, ça, c'est pas possible. Donc ça, non, hop, allez, on l'enferme. Vous voyez, donc...
Après, Ouais, parce que ça salit sa maison. ben, comme ça, c'est une façon de faire. Mais si vous voulez, l'amour fusionnel, c'est vraiment, il était vraiment, comment dirais-je, il aurait trouvé très bien d'être avec moi 24 heures sur 24 tout le temps, quoi. Voilà. Comme un nourrisson. Comme un nourrisson, voilà. Alors moi, je trouvais que ça allait pas bien, donc par contre, il était ravi d'aller se balader avec des tas de demoiselles tout à fait charmantes. Donc, il était complètement ravi de se balader, ravi de faire plein de choses. Au début, quand vous avez su sa maladie, vous vous êtes posé la question de savoir si vous pourriez continuer votre compagnie de théâtre. Ah ben bien sûr. Alors là, ça s'écroule un peu pour les gens quand on apprend ça. Eh ben oui, je me suis dit, est-ce que je peux? Du coup, ça va donner une énergie folle. Je me suis mis à monter des pièces que j'hésitais à monter. Je les ai montées pouf, 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 pouf. Et ensuite, j'ai tourné des DVD de tous les spectacles. Donc maintenant, tous mes spectacles, ils sont sur DVD. Vous êtes dit, quand vous avez connu ce diagnostic, que la vie était éphémère et qu'il fallait réaliser ses désirs maintenant. Bah oui, parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Hein. Oui, non, mais c'est clair, vous vous êtes dit que finalement, il n'y avait pas de temps à perdre aussi. Non. Parce que l'Alzheimer, c'est ça, ils sont un peu en dehors du temps aussi. Ouais. Ils savent plus ce que c'est que le temps. Oui, mais nous, on le sait. Oui. Voilà, c'est pas pareil. Donc, nous, on sait ce que c'est que le temps, c'est ce que c'est. Et donc, on se dit, bon, c'est le moment de faire les choses qu'on voulait faire avant, quoi. Faut pas tarder. Mais vous avez aussi organisé sa vie en fonction de ce qu'on fait d'ailleurs avec les enfants. Parce qu'on est sans arrêt en train de s'adapter. Ils vont à la crèche, à la maternelle, etc. On est sans arrêt en train de s'adapter, à les laisser devenir grands. Et vous êtes sans arrêt adapté à les laisser devenir petits. Oui, ben c'était parce que c'est ça le parcours, quoi. Ouais. Mais bon, c'est à chaque jour. Chaque jour, il y a quelque chose à faire de nouveau. Ils avaient tous les jours quelque chose. On avait une leçon de chant, on allait faire du tennis, une fois on allait faire du golf, on faisait du ping-pong, une fois des sorties, une fois on a eu le concert. La musique, c'est très bien. J'écoute la musique tous les jours. Ouais. La musique, une fois, enfin, on essayait que tous les jours, pour pas qu'ils s'ennuient, parce que sinon. Et puis d'avoir un emploi du temps stable, voilà. C'est-à-dire lever à telle heure. Ben ça correspondait assez bien à son caractère. C'était quelqu'un qui se levait tôt tous les matins, qui faisait sa gym avant le petit déjeuner. Enfin, il avait une vie vraiment déjà régulière avant, donc ça n'est pas comme tout ça. C'est plutôt moi qui me suis régularisée que j'étais moi. Et lui faire apprendre des poèmes ou des choses comme ça? Non, mais les poèmes, c'est-à-dire que c'est pas de lui faire apprendre, parce que ça, c'est désagréable, ça peut être désagréable. C'est je lui demandais qu'il me fasse réciter des poèmes. Donc c'est moi qui récitais et c'est lui qui me corrigeait. C'était trop drôle. Ah ouais, c'est drôle ça. Ça, c'était hyper drôle. Rocks and Stones. Il y a aussi le fait que leur corps est un temple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça arriver, les déshabiller sans les prévenir, les toucher. C'est-à-dire que ça, ce qui est important, c'est de comprendre que le malade, toujours quand on arrive à la fin, c'est pas pareil au début. Au début, il fait sa toilette tout seul, il s'habille tout seul, voilà. Et puis des moments, ça accroche. Par exemple, quand je me suis rendu compte qu'il s'était rasé avec du dentifrice. Donc là, ça fait sourire quand même. Ben, c'est drôle, mais parce que le dentifrice, il est à côté, ça fait partie des affaires de toilette, donc il a d'ailleurs confondu le dentifrice et la crème à raser. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait que moi je sois là. Je commence à m'intéresser à. Et en fait, j'étais pas très douée parce que je me suis pas rendu compte qu'il fallait changer de lame de rasoir. J'ai mis très longtemps avant de retourner le rasoir et de voir qu'il y avait des lames neuves en dessous. Mais bon. Parce que je m'étais jamais intéressée à ça, je savais même pas comment. Voilà. Donc il y a des choses qu'il faut comme ça, mais ça se fait pas. Enfin, donc vous avez mis des choses sur les dentifrices, le shampoing, les choses pour qu'ils les reconnaissent? Non, au bout d'un moment, il fallait être là parce qu'il fallait lui tendre le dentifrice et après lui tendre et puis après, carrément à la fin, je lui mettais moi-même le dentifrice sur la brosse à dents. Je donnais la brosse à dents. Il faut beaucoup de patience. Non, parce que c'est simple. C'est pas dur à faire. Non, mais c'est pas dur à faire, à faire, mais bon. Non, mais comme ça, c'est simple. Si vous voulez, la toilette mais vraiment, c'est ça qu'on imagine. Ça prenait pas beaucoup de temps. Là, il était douché tous les jours, surtout à partir du moment où il avait des protections, ça me paraissait indispensable. Donc, il participait beaucoup à la douche, il se frottait lui-même, il fallait lui mettre le savon sur l'éponge, je sais pas quoi. Mais ça allait vite, en fait. Il était lavé, douché, habillé, lavé en... je sais pas, en 20 minutes, en une demi-heure.
Sauf s'il n'avait pas envie, donc vous quittiez la salle de bain et vous reveniez après. Ça c'est très à la fin. Ouais. C'est très à la fin, parce qu'à la fin, tout a disparu autour du malade, il lui reste quasiment que ses habits. Il n'a que ses habits sur lui, c'est tout. Le reste est un peu... Oui, puis on ne peut pas le reste est un peu comme du reflet, vous voyez, parce que moi je suis comme un reflet, parce qu'un reflet... Vous voyez, vous êtes un neurone miroir. Donc, je deviens aussi, voilà, quelque chose, un reflet dans un miroir. Donc, si je m'approche en disant, allez, on enlève ça pour aller sous la douche, eh ben, il peut très bien avoir une réaction comme ça. Oui, puis il y a le refus aussi de soins. Ce qu'on appelle le refus de soins. Mais dans le cas, là, il a pris sa douche tous les jours jusqu'à la fin. Et simplement... à la fin, quand l'état de grabataire était en train d'arriver, en fait, qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient dans la journée qui étaient bizarres, et ben c'est l'heure de la douche qui a changé. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit systématiquement 9h du matin ou 8h30, je sais pas quoi, c'est devenu 10h, 11h, midi, 1h, 2h, et la dernière était à 6h du soir. Vous dites qu'un philosophe de mes amis s'est laissé aller à écrire « L'esprit, c'est la mémoire », disait saint Augustin avant Bergson. Ce que nous sommes, intérieurement, c'est ce que nous nous souvenons d'avoir été. Penser, c'est se souvenir de ses idées. Aimer, c'est se souvenir de ce qu'on aime. Faire des projets, attendre, espérer, c'est se souvenir de l'avenir qu'on a ou qu'on croit avoir. Sentir, même, c'est se souvenir de ce qu'on sent. La conscience est mémoire ou n'est pas. Moi, je suis contre complètement cette analyse que je trouve fausse, prétentieuse et stupide. Voilà. La conscience n'est pas la mémoire. Bah non, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de mémoire du tout. Il sent, il a des sentiments, il a des émotions. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la mémoire. Ça a à voir avec le présent et la personne avec qui on est en face. Et on peut être même très perspicace tout en n'ayant pas de mémoire. C'est-à-dire justement dire des choses étonnantes, comme ce que vous avez raconté de votre père, Baratin, où ça me rappelle un peu une réaction qu'il a eue, une de mes filles qui lui récite près de son lit une prière, et ça l'énerve, voilà, il ne peut même pas parler, mais il saute dans son lit pour dire arrête. Vous voyez, donc c'est pas la mémoire, ça, c'est la personne. Vous voyez, et donc je crois qu'il y a une analyse très très fausse de ce philosophe très connu. Très fausse, parce qu'il a eu son père qui a Alzheimer, il a très mal géré la situation, il n'a rien compris. C'est pas évident de comprendre, c'est pas évident d'être dans leur monde, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans le monde du présent. Donc en fait, ils vous font un cadeau, ils vous ramènent dans le présent. Vous êtes là et vous ne pouvez pas penser ni à ce que vous allez faire demain, ni à ce que vous avez fait hier. Il faut être là. Il faut vivre le moment présent. Et c'est quand même un exercice extrêmement passionnant. Parce qu'on passe son temps à partir dans tous les coins. Et là, on est là. On est obligé d'être là. On est là. On est en train de manger, on mange. On est en train de marcher, on marche. On n'est pas en train de penser à 10 000 trucs. C'est très apaisant. Donc ce livre, il s'adresse à tous les patients, à tous les aidants surtout. Mais à tout le monde. C'est un livre que tout le monde peut lire. On n'est pas du tout obligé de... Et pour ceux qui auraient vécu des maladies avant, comme c'est mon cas, ne pas se culpabiliser sur ce qu'on n'a pas fait. C'est important. Non, ça c'est vraiment... faut pas faire ça. C'est un très mauvais business. Est-ce que le rire est communicatif? Est-ce qu'il riait encore? Mais bien sûr que c'est communicatif, le rire, bien sûr, comme la bonne humeur. Mais tout se communique, c'est ça qu'il faut bien voir. Et c'est là on peut en prendre conscience définitivement quand on est en face d'un patient Alzheimer. Tout se communique à 100%. Parce qu'en fait, souvent on a l'impression qu'on communique 10%, 20%. Tout se communique. Pour les personnes, comme vous me disiez, vous êtes allé faire une conférence et la femme vous disait qu'elle n'en faisait pas assez. Non, qu'elle avait l'impression de faire de son mieux quand elle était avec sa mère, mais qu'après elle était déprimée. Quand elle quitté. L'état de l'EHPAD, qui lui paraissait pas bien, pas ceci, pas cela. Enfin bon. Encore si on fait de son mieux, on fait de son mieux et on est très content. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les EHPAD elles changent un peu? On peut pas qui? C'est pas vous qui allez le changer, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Je pense la société qui va petit à petit évoluer. Et déjà, je trouve que les lignes elles ont bougé il y a 10 ans et maintenant par rapport aux patients Alzheimer. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à les faire chanter, à leur faire de la musique. Moi, je dis dans tous les EHPAD, il devrait y avoir des tables de ping-pong. Je le répète depuis très longtemps. Il y a un seul qui l'a installé, c'est à Monaco.
il y a enfin une table de ping-pong. Alors on me disait, on pourrait aussi mettre des baby-foot. Et ben voilà, les baby-foot, c'est une idée intéressante. Il y a une image qui m'était venue là. Oui, avant on accrochait les bébés langés avec dans la cheminée. Ouais. Qu'ils aient chaud. Voilà, on leur laisse maintenant gigoter les jambes. Oui. Peut-être que votre livre va permettre à ceux qui s'occupent des EHPAD de laisser gigoter un peu les jambes des Alzheimer. Oui, laisser bouger. C'est-à-dire de leur permettre de les accompagner dans des promenades. Écoutez, vous savez, il paraît que c'est interdit par je sais pas quelle loi qu'aucune aide-soignante ne peut sortir de l'EHPAD pour aller acheter du pain dehors, par exemple, un truc qui serait vraiment simple à faire. Et bien, il paraît que c'est pas autorisé. Il y a il y a vraiment un enfermement. Alors après, on se plaint que les gens, ils sont désagréables. Mais attendez, mais n'importe qui serait désagréable à leur place, franchement. J'avais été faire une conférence, je crois que c'était dans un hôpital qui s'appelle... Il y a Jeanne Garnier dedans, mais ça s'appelait autrement, je sais plus. C'est un truc de fin de vie. Non, mais c'était pas ça, c'était un autre hôpital. Bon, c'est pas grave. Et j'ai parlé à des soignantes qui me disaient ils avaient des malades Alzheimer dans cette qualité. Là, il y avait un bâtiment où les gens, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur chambre. Et un bâtiment où ils avaient le droit de se promener dans les couloirs. C'est dehors, mais c'est des vrais... Pas dehors. Eh bien, ceux qui avaient travaillé dans les endroits où ils avaient le droit de se promener dans les couloirs ne voulaient plus retourner là où ils n'avaient pas le droit de sortir. Mais c'est des prisons. C'est des prisons. C'est horrible. Mais c'est des prisons qui coûtent 3 000 € par mois. Voilà, c'est vraiment pas très... Voilà, c'est un très mauvais business. C'est ça, ce monde qu'on veut. Un très mauvais business. C'est notre société qu'elle est comme ça. Elle est très méchante, notre société. Elle est très dure avec les gens. Parce que moi, là, je me suis bagarrée ce matin avec mon compte en banque qui était bloqué parce que j'avais tapé je sais pas quoi, qu'il fallait taper machin, pour le débloquer ça m'a pris 2 heures. Là, c'est une société qui est d'une violence terrible. Et moi, je me rappelle d'un truc qui m'a fait énormément de peine. Par exemple, on sortait avec mon mari et je lui laissais toujours acheter le ticket de métro parce que c'était pas une grosse somme, donc il la sortait de sa poche, il achetait le ticket de métro, il était très à l'aise avec ça. Un jour, on arrive, rideau, c'est la machine. Oui, c'est ça. Donc pour lui, c'est fini, alors qu'il dit bonjour madame, taratata, j'aurais bien un carnet de métro. Fini. Ça fait réfléchir. Oui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, lui, sur un site internet de banque là. C'est même pas possible, quoi. Le regard. Ce regard des Alzheimer qui est des fois plein de désespoir. Eh bien, c'est juste un regard désespéré. Alors moi, je suis metteur en scène. On me montre des photos de gens qui ont Alzheimer. Je dis, ils ont Alzheimer peut-être. Mais moi, je vois quelqu'un qui est désespéré. Donc, il a une vie qui le désespère. C'est pas parce qu'il a Alzheimer qu'il est désespéré. Il est désespéré à cause de la vie qu'on lui fait mener. Il faut pas tout confondre. Et un Alzheimer a plus de capacité à être heureux quelque part qu'un individu lambda. Pourquoi ? Parce qu'il ne se fait pas de soucis pour son futur, parce qu'il ne se rappelle plus de son passé, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'argent, et donc il a beaucoup de soucis qu'il n'a pas. Quand vous dites qu'il ne se rappelle pas de son passé, il y a quand même des moments où ils ont des flashs. Oui, ça peut, mais c'est pas un truc, ça va pas être son... Ou alors, c'est parce que là où il est, c'est tellement horrible pour lui qu'il se jette dans le passé. Ça peut faire ça. Donc quand mon mari a été à l'hôpital, comme ça, pendant 48 heures, et qu'il lui a fait vivre des choses qui étaient insupportables pour lui, eh bien, il a eu une obsession, c'est d'aller voir son père qui est mort depuis 50 ans. Et donc, c'était son obsession. Colette, est-ce que tu peux me donner un ticket de métro ? Je voudrais aller voir mon père. Colette, est-ce que tu peux m'accompagner à la gare ? Je voudrais aller voir mon père. Parce que, et ça, c'était la réaction à cette espèce de violence qu'on lui a fait subir à l'hôpital. Donc, à ce moment-là, effectivement, il y a la personne essaie de retrouver un passé où elle était bien, mais ça, c'est parce que son présent, il est insupportable. Et à partir du moment où son présent, il est supportable, et bon, ça a mis plusieurs mois avant de dégager ces cauchemars de l'hôpital, à partir du moment où son présent, il devient supportable, eh bien, il se rappelle rien de rien. De temps en temps, il me disait « Ah, j'aimerais bien téléphoner à ma mère. » Et alors, je lui disais, j'ai trouvé la réponse, j'ai mis un petit moment. Je suis désolée, j'ai pas son téléphone. Mais si tu veux, on peut téléphoner aux filles. Oui, parce qu'elle est morte, sa mère. Ah ben depuis longtemps. Mais lui, ça ne rappelle pas. Et ça sert à rien de lui dire. Je lui disais non, j'ai pas son numéro de téléphone. Donc il insistait. Ah oui, comme un enfant. Donc l'intérêt, c'est vraiment de... Il faut se mettre exactement en face de l'endroit où il se trouve. Vous avez intitulé votre livre « Le bonheur plus fort que l'oubli ». Et moi, je dirais l'amour aussi plus fort que la maladie.
Comment bien vivre avec Mais un le mot Alzheimer. amour est un mot dont je me méfie beaucoup. chère Oui, madame. mais vous je vous n'emploie en- pas. Je n'emploie Vous pas. l'employez pas, mais en tous les cas, vous le faites. Bon, Hein. Voilà. C'est pas un mot, hein. À titre de mot, vraiment, c'est un mot que j'aime pas parce qu'on peut tuer quelqu'un par amour, on peut assassiner quelqu'un par amour, on peut opprimer quelqu'un par amour. C'est l'excuse de tous les pires horreurs. Ça s'appelle l'amour. Ah, on peut faire du bien aussi par amour. Alors à ce moment-là, on le fait, mais on le dit pas. C'est mieux. Je veux dire, on n'a pas besoin de parler du mot d'amour. Moi, j'ai un mot que j'emploie pas. Parlons de bienveillance. Parlons de relations. Parlons de Compassion. d'écoute. Parlons De compassion, non? de compassion, ouais, ou de plutôt, moi je dirais, de présence à l'autre, ou de présence, voilà. Mais l'amour, bon, c'est une conséquence, si vous voulez, mais on part pas de là. Est-ce qu'on n'a pas trop l'impression aussi d'être en retrait, c'est-à-dire de mettre l'autre avant soi-même? Oui, c'est une chose utile et nécessaire. Et après, vous avez un retour. Et c'est pas ça l'amour? Et après, vous avez un retour. Mais je veux bien. Après, vous avez un retour. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, moi j'ai vraiment de la peine pour eux, qui s'épuisent à aider d'un patient Alzheimer, mais qui le font pas de façon tellement joyeuse. Et du coup, ils ont tous les ennuis et ils n'ont pas le retour. C'est-à-dire que l'autre, tu fais pas, oh ma chérie, comme je t'aime et tout ça, pas du tout. Est-ce que vous aviez pris des notes? Voilà la question que je me posais. Est-ce que vous aviez Non. pris des notes? Non. Ça vous est revenu de mémoire? Si vous voulez, ça donne une sensation d'une vie très intense. Ah oui, c'est clair. Puisque si on est dans le présent, vous voyez, toutes les choses prennent un poids, Donc le bonheur, plus fort que l'oubli, comment bien vivre avec Alzheimer, Colette Roumanoff aux éditions Point Vivre. Et puis on rappelle le date de votre prochain spectacle qui s'appelle La Confusionnite, qui va se jouer à Saint-Maur le 15 novembre à prochain 14h. à 14h. Et c'est sur le site. Il faut réserver? Oui, et bien sûr, c'est sur le site. En plus, c'est gratuit le spectacle. Ah bon? Moi, ils ont dit qu'ils demandaient une participation libre. C'est la première fois qu'on nous fait ça, mais bon. Parce que suivant les endroits, ça des places valent 10 euros, 15 euros, 20 euros. Bon. Après, bon. Donc il faut mieux s'inscrire quand même. Oui, il faut s'inscrire. Parce que Il le faut théâtre n'est pas immense. Il faut s'inscrire au théâtre. Non, donc c'est sur le site internet, il y a le numéro de réservation. Quel site internet? Laconfusionnite.com. La Confusionnite. Laconfusionnite.com. Donc une pièce joyeuse pour parler d'un sujet grave avec Valérie Romanoff, c'est la petite fille. Oui, sauf qu'elle a coécrit avec moi, mais elle joue pas tout le temps. Donc elle joue à Saint-Maur, c'est pas elle qui joue. D'accord. Voilà. Mais ma troupe, avec la troupe de la compagnie Roumanoff, qui se produit au Théâtre Fontaine, avec des classiques que je vous recommande. Oui. Voilà. Donc Théâtre Fontaine, la troupe de Colette Roumanoff. Donc là, www.théâtre.roumanoff avec 2f.com et puis un site bien vivre avec Alzheimer.com. C'est vraiment des clés pour bien vivre et je crois que vous avez bien vécu avec lui, vous n'avez rien regretté finalement. Ben non, je regrette pas. Ça sera le mot de la fin. Peut-être il y a une très belle phrase de Socrate en début de livre. Ah oui, c'est vrai. J'adore les anciens, moi j'adore les Grecs. Alors, ce Socrate qui disait l'amour seul connaît le secret de s'enrichir en donnant. Il parle d'amour, Socrate, quand même. Ben oui, Il en alors a là, pas ça y est là. Mais c'est dans la bouche de Socrate, ça passe. L'amour seul connaît le secret de s'enrichir en donnant. Merci à vous, Colette Roumanoff. Merci à vous. Merci bien. And when the tears fall from both my eyes, they fall from my right eye, because I love you.